Merci de retrouver cette autre édition de l'entretien exclusif sur les antennes de la télévision panafricaine. Nous avons l'insigne honneur de recevoir son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, un an après son arrivée à la tête de l'État. Avec lui, nous allons évoquer sa politique menée depuis 365 jours déjà au moins à la tête du pays. Nous évoquerons aussi le contexte international dans lequel se trouve aujourd'hui le pays, sans toutefois oublier bien sûr cette parfaite relance économique qu'il a engagée depuis qu'il est arrivé aux affaires, malgré un contexte économique parfois difficile lié notamment à la pandémie du Covid-19. Excellence, Monsieur le Président, merci une fois de plus de l'honneur accordé. Merci beaucoup et je vous souhaite bienvenue à la présidence de la République. Merci, Excellence. C'est un entretien qui va être mené par 3 correspondants internationaux de la télévision panafricaine. Déjà, Manuela Asike, qui est présente ici. Merci, Monsieur le Président. Et également Louis Bigben, qui est également là. Et rappelez que Manuela Asike vous posera des questions directes tout à l'heure autour de votre engagement social aux côtés des plus démunis, des cadres sociaux. Et Louis Bigben ira dans cet secteur vert que vous développez comme étant un élément assez important de ce décollage économique tant attendu ici au Burundi. Excellent, je voudrais commencer tout de suite par une question qui ne se situe pas nécessairement dans le contexte. Il s'agit de la disparition tragique de votre illustre prédécesseur, son Excellence Pierre Nkurunziza, qui nous a quittés il y a aussi un an. Est-ce que vous avez aujourd'hui un mot, une pensée pour sa mémoire? Oui, effectivement, nous avons été tous surpris parce que vraiment, c'était un homme encore en force et dynamique qui avait manifesté l'amour de la patrie. On venait de terminer les élections qui se sont bien passées. Alors que je me préparais à travailler avec un conseiller particulier qui se connaît, le malheur est abattu sur notre pays et malheureusement il est mort. Et nous avons perdu, la nation burundaise a perdu un homme de valeur. Et nous avons beaucoup de choses à se souvenir sur lui. Et d'abord, au sein des partis politiques au pouvoir, c'est une grande perte parce que c'est lui qui était le guide suprême. Son idéologie avait été ancrée dans le cœur des partisans même des Burundais. Et au niveau national, on l'a rehaussé au titre de guide suprême du patriotisme dans le pays. Et maintenant, ce que nous avons fait, c'est d'abord de rendre indélébile son nom dans notre pays. Et on a maintenu son titre, même posthume. Et chaque année, on a dédié une journée dédiée au patriotisme. Alors, chaque année, on se rencontrera autour de l'idéal du patriotisme dans le pays. Et dans les enceintes de son mausolée, on va construire un centre de formation patriotique pour que la génération future, la génération qui vient, puisse aussi s'imprégner de ses idéologies, de son idéologie, de ses idées sur le patriotisme, parce que, comme vous le savez, le Burundi a eu une histoire très douloureuse où les citoyens avaient presque oublié la patrie parce que nous n'avions pas un pouvoir réel, des leaders réels qui puissent rassembler les gens. Mais maintenant, depuis qu'il a dirigé le pays, les gens se sont retrouvés et maintenant, chaque année, nous devons organiser des discussions autour des idées du patriotisme. Donc son nom ne sera jamais oublié parce qu'il a fait beaucoup de choses pour notre pays. Monsieur le Président, Pierre Nkurunziza, c'était le patriotisme, c'était également l'inclusion sociale, un dévouement assez profond pour les plus démunis. Manuela Asike tout à l'heure évoquera, mais moi je voudrais ici voir cette ouverture finalement qu'on voit dans votre politique et se poser la question si cela, quelque part, ne s'oppose pas un tout petit peu à cet engagement profond, à ces décennies de patriotisme cultivé par votre parti et par Pierre Nkurunziza. D'abord, ce qu'il faut noter est que le pays a passé beaucoup d'années dans des crises répétitives. Je peux dire que depuis le début de la colonisation, le Burundi n'a jamais connu de paix, de stabilité.
Alors toute la politique maintenant se tourne sur la recherche de la vie, le bien-être des citoyens. Tout ce que nous faisons, ça tourne autour de comment chercher le bien-être des citoyens burundais. Donc, nous nous sommes retrouvés dans un État qui avait vécu ces crises, c'est-à-dire les gens se sont appauvris, il n'y a jamais eu de politique de développement. Et donc, aider les plus démunis, c'est d'abord le social. C'est le social, il faut que... il est difficile d'être un père de famille d'une nation qui est pauvre. Donc, nous essayons d'encourager ceux qui sont en avance pour revenir prendre la main ceux qui sont derrière afin d'aller ensemble. Donc, nous avons beaucoup de groupes particuliers. Il y a des jeunes d'abord qui sont chômeurs, nous avons des femmes qui sont actives au développement mais qui n'ont pas de moyens de le faire. Nous avons des personnes âgées, nous avons des handicapés de guerre aussi, nous avons des victimes de guerre, nous avons des rapatriés qui reviennent. Tous ceux-là sont déjà qui ont besoin d'être assistés pour commencer la vie normale dans le pays. Donc, je ne peux pas dire maintenant nous sommes fixés sur ceci. Je peux dire que dans tous les domaines de la vie nationale, il y avait carence. Donc, nous devons combler toutes ces lacunes qui étaient déjà là dans la société. Pour comprendre cette ouverture, je souhaiterais savoir ce qui a changé très rapidement. Depuis votre arrivée au pouvoir, on voit qu'il y a une certaine confiance, notamment des bailleurs de fonds qui est là. Alors, à quoi cela est dû, de votre point de vue? Bon, d'abord, on a commencé ce mandat dans un contexte que je dirais particulier, parce que d'abord c'était une surprise de tout le monde. Les partenaires techniques et financiers, les bailleurs de fonds, nous avaient tourné le dos contre le Burundi pendant 5 ans, depuis 2015. Et les gens ne pensaient pas que le Burundi pouvait se relever sans appui extérieur. Alors, on a commencé à nous mobiliser nous-mêmes pour la vie et on a abouti à deux choses. C'était d'abord rétablir l'autorité de l'État. Rétablir l'autorité de l'État, on a mis en place une constitution qui a été votée par référendum, où la participation était très massive, parce que la constitution venait effectivement d'un dialogue inclusif entre les Burundais. Et puis, dans ce dialogue aussi est sorti un plan national de développement, parce qu'on avait trouvé que la vraie cause des conflits burundais, c'est la pauvreté. Alors, ce qui a surpris le monde entier, c'est d'abord la réussite des élections qui se sont passées sans qu'il y ait de entre les politiciens, et on a trouvé que tout le monde était à l'aise. Et puis, même avec ce test, ce malheur qui a abattu le Burundi, les Burundais sont restés unis et tout le monde a vu que réellement, finalement, le Burundi, le peuple burundais est devenu mûr. Alors, au début, bon, c'était difficile, mais j'avais déjà une vision parce que d'abord j'étais secrétaire général du parti au pouvoir, c'est-à-dire les politiques qui guident le pays viennent de ce parti. Donc j'étais déjà rodé en matière de planification politique. Et quand j'ai commencé d'abord au niveau de la mobilisation des citoyens, et en tant que secrétaire général, j'étais avec les citoyens de toutes les communes. Et je crois que je suis parmi les gens qui ont piétiné toutes les collines du pays. Donc, j'ai fait beaucoup de voyages dans le pays à pied, donc on se connaît physiquement. Et puis, quand nous avons été ensemble avec les citoyens, les mobiliser, c'était facile. Alors, j'ai annoncé des slogans qui sont très perceptibles et qui attiraient beaucoup les citoyens. Parce que si je dis chaque bouche doit avoir à manger, ensemble, nous réussissons. C'est-à-dire ensemble, on a fait un front contre la pauvreté. Personne ne pouvait rester derrière du moment que la pauvreté, c'est notre ennemi commun. Alors il fallait mettre ensemble
des citoyens pour effectivement aller attaquer cet ennemi commun qui est la pauvreté. Personne ne pouvait rester en arrière. Alors, il fallait dire par où commencer. D'abord, il faut manger. Chaque bouche doit avoir chaque bouche doit avoir à manger. Il faut d'abord manger, et puis, quand vous avez à manger, il faut commencer à chercher des revenus pour subvenir aux besoins élémentaires. On a besoin de logement, on a besoin de nous entretenir au niveau santé, l'assainissement, l'eau potable, l'éducation, tout cela. Mais la base, c'est d'abord avoir des revenus, être en bonne santé. Alors cela attirait les citoyens. Ce qui me restait, c'était comment chaque bouche peut avoir à manger. Il faut commencer à travailler, surtout l'agriculture, j'ai mis en avant l'agriculture et l'élevage. Aussi, les gens ne voyaient pas comment commencer. Moi, j'ai dit qu'une poule peut accoucher d'une vache. Ce sont des termes, mais les gens l'ont essayé. Je leur ai montré comment une poule peut accoucher d'une vache. Alors, ils ont vu effectivement, maintenant, ils ont cette expérience, ils savent qu'on commence petit à petit et on arrive à un point satisfaisant. Et puis, l'autre chose, on avait ce problème de pandémie de Covid à ce moment-là. Alors là, j'ai dit, si nous ne combattons pas Covid, nous ne pouvons pas faire des activités économiques. Alors il fallait aussi faire un front contre le Covid. Comme nous étions ensemble, tout le monde était déterminé à combattre le Covid. Et dans 3 mois, on a réussi. Après 3 mois, nous avions à l'intérieur du pays cas 0 Covid. Alors il fallait mettre des dispositifs à la frontière pour qu'on maîtrise ce qui vient de l'extérieur. Jusqu'à maintenant, vous voyez qu'au Burundi, on n'est pas traumatisé par le Covid parce que chaque jour, les gens se font dépister régulièrement. Chacun connaît son état de santé semaine par semaine. Et si vous êtes infecté immédiatement, vous êtes soigné dans 3 à 4 jours, vous êtes guéri. Donc, vous voyez que au Burundi, nous sommes à l'aise. Alors, la communauté internationale, quand elle a vu tout cela, ils ont compris que finalement, nous avons une bonne direction. Alors, ils ont commencé à avoir confiance. Surtout que j'avais aussi introduit le mécanisme de dialogue avec la communauté internationale. J'ai essayé de contacter tout le monde et aussi j'ai eu la chance d'avoir des amis du Burundi. Il y a des Africains amis du Burundi qui nous ont quand même appuyés dans le sens de faciliter le dialogue. Et finalement, nous avons vu que la communauté internationale a commencé à voir clair, surtout que nous convergeons sur beaucoup de choses. Nous convergeons sur beaucoup de choses. La communauté internationale a besoin aussi de voir le monde entier, l'humanité en bonne santé, en bonne vie. C'est le même point de vue. Nous cherchons le bien-être des citoyens. La communauté internationale a besoin de voir les droits de l'homme protégés dans toutes les sociétés. Nous aussi, c'est notre vision. Nous devons assurer les droits et libertés de l'homme. Là, nous convergeons. C'est-à-dire que il y a des exigences de la bonne gouvernance. Alors, nous sommes en train de combattre la corruption et les malversations économiques. Tout cela a créé confiance de la communauté internationale et je vois que petit à petit, il commence à venir. Et nous avons confiance que dans les prochains jours, même les investisseurs vont commencer à venir investir dans notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons à présent marquer le deuxième arrêt dans cet entretien, consacré cette fois-ci à la relance économique. La Banque africaine de développement, vous donnez 3,5% de taux de croissance cette année, si la pandémie à coronavirus était notamment parfaitement maîtrisée, et aussi s'il y avait un certain nombre de politiques audacieuses qui étaient mises en place dans le sens justement de la lutte contre la corruption. On voit que ces 2 facteurs ont été respectés. Et la question directe, c'est est-ce qu'en fin d'année, on aura effectivement ces 3,5% de croissance? Moi, je crois qu'on aura plus. En fait, le problème, je crois que ceux qui font des statistiques et des calculs, pour le Burundi, ils calculent mal. D'abord, le Burundi est pris au même pied d'égalité que les pays qui ont été stables pendant longtemps. Ça, c'est un.
Ce qui fait que si vous donnez des points à quelqu'un qui commence la première année primaire et vous remettez au même pied d'égalité à celui qui est au secondaire et qui vous le côté de la même manière, je crois que le Burundi doit être pris de façon particulière. D'abord, nous ne disons pas que c'est la relance économique, plutôt c'est le lancement, c'est le début du développement socio-économique dans le pays. Ça, c'est un. Deuxièmement, au Burundi, la vie des Burundais n'est pas la même vie que d'autres pays. Nous avons des particularités ici dans notre pays. Par exemple, le coût de la vie. Chez nous, ce qui coûte un demi-dollar coûte $10 dans d'autres pays. D'abord, les gens produisent. Vous allez voir que la vie est très moins chère au Burundi. Vous allez voir comment les denrées alimentaires, le coût des denrées alimentaires, ça coûte énormément moins cher. Ici au Burundi, si vous avez, par exemple, si vous allez acheter les fruits au marché, si vous avez $20, je crois que même une camionnette peut être remplie de fruits. Et si vous allez acheter les pommes de terre, le riz, la banane, vous trouverez que ça coûte énormément cher. Alors, si on calcule en disant, voilà, le PIB c'est ceci, il faut aussi calculer le coût de la vie. Mais voilà, on nous prend au même pied d'égalité que d'autres pays. De ce que je pense, il faut, comme nous sommes au début, il faut considérer que nous avons cette fondation maintenant. Et je crois qu'avec cette fondation, si on fait bien les calculs et les statistiques, on se retrouvera avec un PIB très élevé. Mais du moment que maintenant, on n'a pas encore commencé l'exportation. On a la reproduction, mais on n'exporte pas, on ne fait pas de transformation. Juste, vous allez voir, moi, je suis confiant. Je suis confiant que le PIB doit monter. Alors, quand on parle de la transformation, on voit également les investissements du secteur privé dans cette transformation-là. La dette privée a été... les fonds privés ont été lourdement sollicités ces 10 dernières années par l'État. D'ailleurs, on voit que l'ensemble de la dette publique a atteint 63,7%, et dans ces 63,7% donc du PIB, 18,4% de cette dette seulement vient des bailleurs de fonds, ce qui montre que vous avez lourdement sollicité justement ce secteur-là. Ne pensez-vous pas qu'il serait important aujourd'hui que vous puissiez leur trouver de la liquidité pour repartir, notamment dans le développement de leur activité? Effectivement, mais aussi souvenez-vous, le Burundi est sous embargo depuis 2015. Alors quand l'embargo nous a été imposé, les investisseurs ont eu des réserves pour venir investir dans le pays. Et quand il n'y a pas d'investissement extérieur, c'est normal que la croissance ne peut pas avoir lieu. Et pour ce qui est de la dette intérieure, c'est normal, mais vous verrez que la dette extérieure a diminué à cause de ce que je viens de dire. Mais là, ça ne nous cause pas de grandes inquiétudes, parce que quand nous avons fait des statistiques, avant dans le budget du pays, l'apport extérieur était compté à plus de 58%. 58% du budget venait de l'appui extérieur. Mais quand l'embargo nous a été imposé, on a pu combler tout son déficit. Et quand on a fait les calculs, on a trouvé que les partenaires, eux aussi, font partie des problèmes budgétaires dans les pays en développement. Comment? Ils vous promettent des financements. Vous planifiez le développement par rapport aux promesses. Et quand il s'agit de mettre en œuvre, ils vous amènent 10%, 20% de ce qu'ils avaient promis. Or, vous avez déjà un plan, c'est-à-dire vous dispersez les forces que vous aviez pour pouvoir combler ce que vous avez planifié. Donc, il n'y a pas d'avancement dans tous les domaines parce que vous dispersez la force. Mais quand vous êtes sûr
et vous planifiez sur base de ce que vous avez, des recettes que vous avez, c'est là où c'est facile parce que vous vous concentrez là où les efforts devraient être concentrés. C'est-à-dire, vous vous orientez très bien. C'est ce qui a fait d'ailleurs que le Burundi, maintenant, quand même, nous parvenons à combler le budget à hauteur de 90%, nous-mêmes. Je crois que même les calculs qu'il faut sur base de ce qu'il faisait avant. Ce n'est pas actualisé. Je crois que maintenant, d'ailleurs, c'est notre lutte. Nous sommes en train d'opérer des réformes sur la bonne gestion de la chose publique pour que les recettes augmentent et les dépenses soient rationnelles. Ce qui fait que on va voir les résultats de la mise en œuvre des budgets de cette année budgétaire. Comme ça, nous allons pouvoir analyser, faire des analyses et voir les perspectives d'avenir. Sinon, avant, j'ai trouvé qu'on était saboté par les bailleurs de fonds qui nous promettaient les choses, mais qui ne les amenaient pas. Alors, ils nous distrayaient. Mais maintenant, quand même avec ces 5 années d'embargo, nous avons pu voir clair et nous pensons que dans l'avenir, ça sera une très bonne chose. Merci, Excellence. Nous allons à présent marquer un nouvel arrêt pour aborder votre politique sociale. Vous aurez besoin aussi d'argent pour investir dans le social. Et c'est avec vous, Manuela Siké. Voilà, merci à vous, Guy Fondor. Monsieur le Président, on va parler justement de l'aspect social. On va essayer d'approfondir en fonction de ce que vous avez commencé à énumérer un peu plus haut. Votre première année à la tête du Burundi a été marquée, on parle de l'année 2020, a été marquée par une forte récession économique alors que les attentes de la population sont énormes. Vous avez parlé tantôt d'une politique, toutes les bouches doivent avoir à manger, toutes les bouches doivent avoir de l'argent. Alors est-ce qu'il y a eu des retombées tout de même malgré la situation économique? D'abord, je ne veux pas dire qu'il y a une récession de l'économie. Ça dépend d'où on commence. Et il faut d'abord analyser le départ. On était où pour voir s'il y a eu récession. Plutôt, nous voyons qu'il y a eu évolution. C'est une très grande évolution. Je peux vous dire, par exemple, avant, quand vous allez au marché, à la messe, vous trouvez des gens qui ont des habits qui ne sont pas bien lavés. Mais maintenant, vous trouvez que les gens sont chics. Les paysans sont chics à l'église, au marché, vous avez vu. Mais avant, vous trouvez des gens qui ne portaient pas de chaussures, de souliers. Mais maintenant, moi je les vois physiquement, parce que c'est la photo qui ne trompe pas. Si vous voyez la photo, par exemple, de 2005, et que vous regardez la photo d'aujourd'hui, des citoyens d'aujourd'hui et des citoyens de 2005, immédiatement, vous voyez un changement. Et 2020, la photo effectivement de 2020 n'est pas la même que la photo d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu évolution dans le sens de changement de la vie sociale. Parce que comme je vous ai dit, les gens ont commencé à augmenter des revenus. Nous avons organisé le mouvement coopératif, il y a eu des coopératives, jusqu'à ce qu'on voit que maintenant, par exemple, là où le gouvernement a avancé les coopératives agricoles, et on les a avancés avec 10 millions de francs et on a trouvé que maintenant, ils ont plus de 30 millions dans les caisses alors qu'ils ont des choses qu'ils peuvent vendre. On a par exemple trouvé une coopérative qui a commencé avec, c'était avec 39 chèvres. Mais aujourd'hui, on les a retrouvés avec 414 chèvres. Tout cela montre que quand même il y a eu des bénéfices. On a vu on vient de faire l'évaluation de comment ils ont évolué. Si vous pouvez voir une coopérative avec au moins 500 familles et que vous les trouvez tous en uniforme par exemple, ça montre très bien qu'ils ont des moyens d'acheter les pagnes. En tout cas, aussi quand j'observe les chantiers qui sont en cours de construction, tout cela, ce sont des signes. Mais il y a encore à faire. Il y a encore à faire. Nous considérons qu'aujourd'hui, on est à la fondation. Nous ne pouvons pas dire maintenant que nous sommes en arrière parce que nous sommes à la fondation. Avec cette fondation, je suis confiant que ça va évoluer parce que la fondation que nous avons est une fondation qui crée la confiance et sur laquelle nous pouvons travailler.
Et au niveau social, comme vous venez de le dire, nous avons besoin d'assurer la vie des citoyens. Il y a des rapatriés, il y a des déshérités à cause des conflits, il y a des combattants, il y a des jeunes. Et pendant ce moment de crise, les jeunes continuaient à étudier, mais ils finissaient, mais n'avaient pas d'emploi. Alors tout cela, il y a un travail psychologique que nous devons faire et leur montrer le chemin. C'est-à-dire qu'au niveau, par exemple, de la santé, vous voyez que nous avons instauré une stratégie pour assurer la gratuité des soins de santé pour les mamans qui accouchent et pour les enfants de moins de 5 ans. Et aussi au niveau de l'éducation, l'éducation gratuite aussi. Et aussi avec les travaux communautaires de développement, on a pu construire beaucoup d'écoles. Nous faisons face à une surpopulation, une montée démographique qui est aussi un problème de gestion de la surpopulation, parce que nous avons besoin des gens qui doivent étudier, nous avons besoin d'assurer la vie de ces paysans. Donc au niveau social, on a beaucoup de choses à faire, mais on est optimiste. On est optimiste. C'est la protection sociale, on a instauré des mécanismes, par exemple, de donner les cartes d'assurance maladie pour les moins, je dirais, la population à faible moyen. On a instauré des cartes d'assurance maladie. Et je crois que tout ce que nous faisons pourra contribuer à assurer la meilleure vie des citoyens. Et je vois que ce qui était nécessaire, c'était d'abord commencer. Et maintenant, on a démarré et je vois que la vitesse est bien appréciée par les citoyens. Nous pouvons avancer. Et justement, vous avez parlé de l'accès à l'éducation, du moins à un certain niveau. Vous avez parlé de la gratuité. Vous avez également parlé du domaine de la santé. On sait également que vous êtes engagé dans une forte relance, dans une politique forte de relance économique du pays. Est-ce qu'à ce niveau, le social ne va pas également en pâtir? Oui, le social doit être là pour la relance économique. Par exemple, maintenant, nous avons instauré un projet que je dirais d'intégration sociale de tout le monde. C'est un projet qui s'appelle Merangabandi, où les citoyens à faible moyen, on leur donne des moyens, on les encadre pour pouvoir faire quelque chose. Et quand ils commencent à gagner, par exemple, je fais des visites pour voir les résultats. Cette année-ci, j'ai enregistré beaucoup de résultats. J'ai vu maintenant ce qui étaient des paysans. Et si on leur demande, si on vous donnait du travail à la fonction publique, vous pouvez accepter. Ils refusent immédiatement. Parce que ce que nous avons fait, c'était intégrer les citoyens, même les paysans, dans la chaîne de développement économique. Par exemple, si on vous a donné des plans de bananerie, par exemple, j'ai trouvé quelqu'un qui a un revenu, il était pauvre lui-même, il témoigne qu'il était pauvre. Mais maintenant, il m'a montré qu'il a un revenu d'au moins de 400 000 francs beaux. 400 000 francs beaux, chez nous, c'est un salaire d'un fonctionnaire, un fonctionnaire haut cadre. Donc, un paysan qui te dit, moi, je ne peux pas travailler à la fonction publique. Quand vous voyez quelqu'un, j'ai eu un témoignage aussi d'un paysan, on a fait une avance, on lui a donné 650 000 francs bout. Après 2 ans, maintenant je l'ai trouvé qu'il avait une vache, il avait 6 porcs, il avait des champs de bananerie, des fruits qu'il vendait. Il m'a dit qu'il a des champs qu'il récolte. Donc, quand je lui ai posé la question, maintenant, vous avez témoigné que vous étiez pauvre. Et il m'a dit aujourd'hui, non, moi je ne suis plus pauvre. Vous voyez, ça crée la confiance. Donc, il y a l'inclusion sociale que nous faisons. Quand même, il y en a qui sont en arrière, mais qui ont la force de travail. C'est-à-dire, le gouvernement doit contribuer. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, on finance les coopératives. Et maintenant, même chez les jeunes, on vient de débloquer 48 milliards de francs pour l'autonomisation économique des jeunes. Tout cela contribue
au niveau social à aller de l'avant. Mais on vient aussi de faire l'enquête sur la nutrition. On a trouvé que les citoyens burundais mangent, mais ne mangent pas bien. Ils mangent la quantité, mais pas la qualité. Pourquoi? Ce sont des conséquences de la colonisation. Pendant la colonisation, il était interdit aux Burundais de manger les œufs, de manger de la viande, de manger le beurre, c'était interdit. Alors il y a des gens, même les fruits, on ne mange pas les fruits, c'était pour les blancs. Alors, il est venu psychologiquement jusqu'à ce que les gens pensent que manger la viande est destinée aux évolués. Donc aujourd'hui, on les enseigne d'oser manger les œufs, d'oser manger ta poule, c'est ta poule. Donc ce sont les conséquences de la colonisation. Et puis comme on a passé longtemps sans avoir un leadership réel dans le pays, c'est maintenant que nous sommes en train d'intégrer tout le monde dans la vie socio-économique. Et nous voyons que ça évolue très bien. Parlons justement de cette jeunesse, Monsieur le Président. On a fait le tour un peu des différentes provinces dans le pays et on a constaté en tout cas que vous êtes engagé à doter chaque province d'un centre d'art et de métiers hautement professionnel qui pourra donc accueillir environ 1600 jeunes justement dans chaque province. Est-ce qu'on doit dire que jusqu'ici, la jeunesse a été le tendon d'Achille de votre politique? La jeunesse... Je tiens beaucoup sur la jeunesse et les femmes parce que ce sont des gens qui sont actifs dans le développement. Ce sont des groupes particuliers mais qui sont très actifs. Alors j'ai d'abord fait un recensement des jeunes. J'ai trouvé à peu près 320 000 jeunes diplômés sans emploi. Vous voyez que c'est une bombe à retardement. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à organiser une retraite spéciale pour les diplômés de haut niveau, les ingénieurs, ceux qui ont des masters, des doctorats. On a fait une retraite pour voir ensemble comment rendre actif la vie des jeunes. Après cette retraite, on a pris notre stratégie. D'abord, j'ai trouvé que parmi les 320 000 jeunes, beaucoup étaient, je dirais, ceux qui ont fait l'enseignement général. C'est des licenciés en France qui sont formés pour être des fonctionnaires, des enseignants comme ça. Alors, j'ai eu l'idée de les transformer pour les rendre techniquement professionnels. Alors, c'est pour cela que j'ai pris la mesure de construire un grand centre pour recycler les jeunes diplômés d'abord, pour les rendre techniquement professionnels. Et voilà maintenant, je me réjouis que je sais que cette année-ci, on va achever ce centre et qui va former, je crois que par 6 mois, on va sortir plus de 1000 jeunes qui seront des vrais techniciens. Alors, on passe, quand ils terminent à être recyclés pour être des techniciens, où est-ce qu'ils vont aller? Il faut créer alors l'espace, créer l'emploi, ce qu'ils vont faire. C'est pour cela qu'on a débloqué les 48 milliards. 48 milliards, en fait, pour nous, on ne finance pas les coopératives et les associations. On finance les projets des jeunes. C'est-à-dire qu'il faut démontrer que le projet sera périn. Est-ce que le projet ne sera pas mort après 1 année, 2 ans? Non. Il faut d'abord démontrer cela et montrer combien de jeunes vont être employés dans ce projet. C'est-à-dire les financements sont liés à cela. Mais aussi, on utilise les investisseurs privés, les opérateurs économiques, parce que si on vient chez toi et qu'on vous demande combien de jeunes peut-on te donner, à condition que ces jeunes seront, on va les payer pendant 1 année, à condition qu'après 1 année, vous allez continuer à les employer. Tout cela sont des stratégies que nous faisons. Et je crois que même les bailleurs d'offres pourront intégrer dans cette stratégie de création d'emplois. Aussi, on a déjà une banque de jeunes. Maintenant, ça fonctionne bien. Et aussi, on vient de créer une banque de femmes. Sa mise en place est en cours. On a déjà mis les organes en place. Je crois que maintenant, il ne reste que l'installer. Tout cela dans le sens d'inclusion économique des groupes particuliers.
Monsieur le Président, une dernière question pour sortir de ce point. On l'a évoqué un peu plus haut. Le coût de vie qui est tellement accessible ici du côté de Burundi, il faut le dire, c'est un constat. Le coût de vie est assez moins cher. C'est d'ailleurs une curiosité pour beaucoup. Comment est-ce qu'on arrive à ce résultat? Est-ce le résultat d'une politique que vous menez ou la résilience aussi de la population? C'est la résilience, mais aussi il y a la mobilisation. Comme je vous ai dit, moi j'ai considéré que la lutte contre la pauvreté, c'est un combat. Nous devons nous constituer à une sorte d'armée qui doit combattre. C'est-à-dire le gouvernement, c'est le haut commandement du développement dans le pays. Alors ça descend dans les provinces jusqu'à ce qu'on ait des troupes. C'est-à-dire les citoyens, tous les citoyens sont des troupes au combat. Alors maintenant, je suis en train d'habituer même les fonctionnaires à aller commander sur le terrain. Alors cet engagement de tous les citoyens a fait que chacun produise. Si chacun travaille, c'est-à-dire chacun produit. Alors si chacun produit, il va acheter où? Je ne peux pas aller acheter ce que j'ai. Par exemple, chaque fonctionnaire maintenant a un projet chez lui de développement agro-pastoral. Est-ce que vous allez acheter la nourriture au marché alors que vous produisez cette nourriture chez toi? De tout cela contribue. Vous trouverez que tous les fonctionnaires ont des champs, ont des fermes. Et les paysans aussi prennent l'exemple de ces fonctionnaires. Tout le monde a leurs produits. Alors c'est pour cela que la demande est inférieure à l'offre. Alors quand la demande est inférieure à l'offre, c'est normal que les gens, la vie soit moins chère. Vous verrez que dans notre pays même, vous verrez beaucoup de centres. Vous ne pouvez pas en tout cas aller 2 km sans avoir un petit centre. Tout cela, d'abord, c'est-à-dire que le logement pour les moins démunis est garanti à l'intérieur. Alors c'est pour cela que même le loyer pour les logements ne sont pas élevés. Vous verrez même les hôtels. Le Burundi est très petit. Le tourisme, vous allez visiter ton ami là et vous rentrez, vous revenez chez vous. C'est-à-dire, même les hôtels sont très moins chers. C'est-à-dire ici, vraiment, je peux dire que la vie est moins chère parce que tout le monde essaie d'avoir une production, sauf les gens de la ville qui n'ont pas le temps de travailler dans les champs. Sinon, les autres essaient de produire. Merci, Monsieur le Président. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous allons passer à la 4e partie de cet entretien. Cette fois-ci, c'est le journaliste Louis Bidbeng qui vous posera des questions directes sur cet or vert, l'agriculture, qui est à la base pratiquement de cette relance économique prônée ici au Burundi. Mr. President, thank you very much. You, just like you've mentioned, since agriculture occupies the first place in your vision for economic development, we saw you having a training session with farm delegates in Gitega. Tell us, why the interest in the agricultural sector? First of all, I'd like to tell you that in my policy, agriculture is the base of development. I say each mouth must have food to eat. Each pocket must have money. The people must have revenue. So I saw that the main thing that we can do together is development of agriculture. And I consider the Minister of Agriculture as Minister of Defense, Minister of Public Security, because also food is security. So what I did is to create a high commandment. Last days, I organized effectively the cadres of the Minister of Agriculture so that I showed them how to conduct this fight against poverty. So I was organizing them. I was organizing them so that they can go deep in the villages to do the encouragement, the commandment of the people, because I consider there is the groupment in cooperative, and I like the cadres of Minister of Agriculture to go there and help those people technical how they can product, how they can do the big production in agriculture. So myself,
myself every time. I give example by doing. As the beginning of development of Burundi, what we do is to learn the war by fighting. I can say that we learn and do. So I was organizing that meeting so that I showed them how to proceed, how to command the troop. The troop is agricultures in the villages. Yes, effectively, Mr. President, Burundians today, many of them are making a living out of practicing agriculture. This implies that more needs to be done to enhance this sector so that agriculture can be done effectively and efficiently. What is your vision for the agricultural sector in Burundi? My vision is that we must produce and export. I don't like to import food. No, I like that Burundian export food. And now we are at the beginning, but I have a plan. I have a plan, for example, there is I want to build the, I can say, commandment of agriculture in each commune. So if there is a disease, for example, for animals or for plants, they know where to go as we go to the hospital. So this is the first strategy. Other strategy is to work together, to put together the land. Now you will see in the village, we begin to put together the lands so that if you have a big land, there is a kind of agreement. You saw also that we began to do the industry for fertilizer because we don't like to import fertilizer. We must do it here at home, and we distribute. So the people, when they sell the production, they pay the fertilizer. Also, the seed, we prepare the seed for them. So that seed will be able to produce plus. So all that is a strategy to put together people, to work together, to put together the lands. So is our strategy, and I think the result will be positive. Yeah, Mr. President, youth constitutes the greater population here in Burundi, just like any other place in Africa. Now, what is the position of the youth in the agricultural sector, and what is your government doing to encourage youth who are practicing agriculture, as well as equally encourage others to get into agriculture? Now, the youth are working now, because they have the groupment they do in the cooperative. Also, which is interesting is now I see many people, the young people, now are doing the research in agriculture. I think you will have an opportunity to see one of them who is doing the research in agriculture. And which is surprising us is that he's not the farmer, the real farmer who studied the agriculture. He's electromechanic engineer, but he's doing research in fishing, in agriculture, and it encourages us if the young people are now in this movement of working for development. When you talk about young people getting involved already, Mr. President, does it mean that institutions, schools are being set up to train young people, as well as maybe fundings are given out for the young people? Is that what you mean? When you talk about the youth already being part of the agricultural sector now, are you giving out fundings to encourage them in agriculture, and schools equally? Are they training schools for agricultural sectors? We have training schools, yes. Also, we are building a big center where the youth who finished the schools, now they will come to be transformed as professional. And also government give funding to the movement of youth. The government gave about 48 billion Burundi francs. So with that, we think that it will create employment. Also, they are working with other people in many cooperatives, and also the government give each village, we give 10 million francs
so that they can help them to begin. But I know that in 2 years they will be able to finance themselves their project, because I see that they are growing. They are growing. Is visible on the field. Thank you, Mr. President. Merci beaucoup, Excellence. Nous allons à présent sortir de cet entretien en évoquant la politique internationale. Mais avant, je voudrais vous poser une question directe sur la situation intérieure, notamment la cohabitation avec les autres formations politiques ici dans le pays, avec qui vous étiez notamment à la dernière élection. On peut voir le CNL, on peut voir l'UPROMA ou le FRODEBUC, le CKB. Alors, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes dans un contexte, dans une dynamique de démocratie apaisée, ou alors que ça reste une concurrence politique assez forte avec des risques notamment de tension? D'abord, ici, dans le pays, nous avons instauré une démocratie participative. Avant, les gens pensaient que l'ethnie pouvait vous faire avancer pour un poste, mais à un certain moment, les Burundais ont effectivement découvert que le problème qu'ils avaient, c'était le problème de division. Alors, quand ils se sont unis pour une seule cause, pour la même patrie, c'est là où ça a dissipé des idéologies des partis qui étaient fondés sur les ethnies. Alors, ça permet aussi aux partis politiques de commencer à voir les choses politiquement, sans se baser sur les ethnies. Alors, avec le dialogue que nous avons entamé en 2015, ça a apaisé les esprits et ça a fait qu'il y ait une cohabitation entre les membres des partis politiques. Nous avons ce que nous avons appelé Forum permanent de dialogue des partis politiques, qui a un secrétaire exécutif, des présidents en comité, et ce comité est composé par les membres provenant de beaucoup de partis. C'est-à-dire c'est devenu un cadre. Et même maintenant, je peux vous dire que moi-même, je suis membre du groupe WhatsApp des présidents des partis politiques. Donc, chaque fois qu'il y a un problème, le problème est évoqué dans le groupe et puis on fait des débats. Vous trouverez que beaucoup de fois, ils n'ont même pas besoin de réunion avec le ministre de l'Intérieur parce qu'ils échangent toujours. Même le ministre de l'Intérieur est dans le groupe. Tout cela fait que les partis politiques commencent à avoir politique et non à avoir des divisions. L'autre chose, c'est que maintenant, nous avons instauré un système pour qu'il y ait l'égalité de chance d'être dans les postes de responsabilité. Si vous êtes compétent, vous pouvez être d'un très petit parti, mais vous vous retrouvez ministre. Quand vous êtes de la société civile, vous pouvez être nommé ministre. En tout cas, maintenant, ce qui a encouragé tout le monde, c'est qu'il y a l'égalité de chance. Que vous soyez membre d'un parti politique, que vous ne soyez pas membre, vous avez les mêmes chances d'accéder à la gestion du pays. Donc tout cela a dissipé, ce qui fait que vous voyez qu'il y a l'accalmie dans le pays. Je les invite souvent, on partage et on échange. Donc je peux vous dire que maintenant, il n'y a plus de tension politique. L'IPRONA dont vous parlez, c'était un parti au pouvoir qui a été même parti unique. Mais aujourd'hui, le vice-président, par exemple, de l'IPRONA, il est de l'IPRONA, et nous travaillons coude à coude, nous nous entendons sur la politique du pays. Et aussi, le FRODEBUC a aussi des cadres dans différents organes de l'État. Le CNL, même le président du CNL, il est membre du Parlement, il a des députés, il a des cadres dans différents organes de l'État. Donc, ce qui a dissipé les tensions au sein des politiciens, c'est parce que d'abord, il y a ce cadre permanent de dialogue. Deuxièmement, c'est cette égalité de chance. Maintenant, nous avons une vision commune sur l'avenir de notre pays. Merci, Excellence. On va évoluer maintenant en politique internationale. Nous sommes au cœur de la région des Grands Lacs. On note une nouvelle dynamique géopolitique, notamment marquée par un rapprochement comme celui qu'on peut voir aujourd'hui entre Paris et Kinshasa, autour de vous ici. Quelle est la lecture globale que vous faites de cette configuration par rapport à la stabilité? D'abord, chaque pays a ses partenaires suivant les intérêts des uns et des autres. Nous ne pouvons pas avoir des inquiétudes parce que nous voyons que tel coopère avec tel autre, parce que nous aussi, nous avons besoin de cohabiter, de vivre ensemble.
Et si alors la France s'approche de plus en plus au Rwanda, en RDC, je crois que la France a commencé par chez nous. Cette situation qui a fait qu'il y ait rupture avec l'Union européenne. La France, je crois que Mitterrand est venu ici au Burundi, c'était en 85, 86, j'étais encore jeune, pour vous montrer que la France est ici au Burundi. Il y a une ambassade et puis dans la coopération militaire, on travaille ensemble et nous avons des officiers qui reçoivent des bourses de la France pour aller étudier des techniques. Donc, nous n'avons pas d'inquiétude que la France s'approche du Rwanda ou de la RDC. Surtout que pour la RDC, nous sommes en bonne relation. C'est un pays qui est vraiment ami parce que la population de l'Est du Congo et la population du Burundi, ce sont des populations qui ont vécu ensemble depuis l'histoire. On a eu le même colonisateur. Et puis Bujumbura, normalement Bujumbura c'était la capitale du Rwanda, Burundi et l'Est du Congo. C'est pour cela que c'est proche de la frontière parce que le colon était la Belgique. Et puis, vous avez vu que Bujumbura est une zone d'approvisionnement de l'Est du Congo aussi. Donc, nous n'avons pas de soucis sur les amis du Congo. Les amis du Congo deviennent aussi les amis du Burundi. Et sur la question du Rwanda, vous voyez que les choses évoluent. Et chaque chose a son temps. Et le Rwanda et le Burundi, nous sommes des cousins. Nous parlons la même langue, nous avons la même culture, le même comportement, nous avons partagé le colonisateur était le même. Donc, s'il y a quelque chose qui crée un conflit, nous sommes confiants que ça ne peut pas se passer plus de 10 ans. Nous sommes sûrs. Parce que les citoyens rwandais ont des amis ici, il y en a qui sont grandis ici, qui ont étudié ici. Donc, qui ont, avant 2015, le week-end, les Rwandais étaient ici à la plage du lac Tanganyika. Donc, pour les citoyens, ils attendent impatiemment que les relations se normalisent. Et maintenant, je vois qu'il y a la volonté des autorités. Il y a la volonté des autorités pour aller de l'avant. D'ailleurs, il n'y a pas d'intérêt qu'il y ait de mauvaises relations entre les pays voisins. Ma vision, c'est d'abord que normalement, l'Afrique devrait être unie, parce que l'Afrique est unie par les mêmes traditions, nous avons la même civilisation. Donc, il faut que l'Afrique se relève et qu'on soit un. Comme ça, on crée des voies de communication. Ça me gêne quand je peux aller à Nairobi par véhicule, mais que je ne peux pas aller en Centrafrique par véhicule. Je voudrais que tout le monde se joigne par des voies de communication comme ça. Les peuples africains vont se connaître et s'habituer à vivre ensemble. Et finalement, à la fin, on aura une société africaine qui est capable. Parce que moi, je suis convaincu que l'Afrique peut devenir riche plus que ces pays riches parce que nous avons des ressources naturelles. Et si nous nous ressaisissons pour bien gérer ces ressources naturelles, nous pouvons être comme la Chine, comme les États-Unis. Mais puisque, en fait, je peux dire que on nous a piégés avec la colonisation et on ne voyait pas clair, mais maintenant je vois que les leaders africains commencent à voir clair et demain je suis confiant qu'on sera tous unis pour aller à la recherche du bien-être de nos citoyens. Vraiment, c'est ce qui est très nécessaire pour l'Afrique. On va définitivement sortir de cet entretien, Excellence, Monsieur le Président de la République, en évoquant la télévision panafricaine, Afrique Média, qui est ici au Burundi, qui est ici au palais présidentiel, et qui est une chaîne résolument engagée dans la promotion de la dignité de l'Africain et la promotion également de son émancipation face aux vérités de domination. Quel est le regard que vous portez sur Afrique Média? En tout cas, je ne peux pas passer une journée sans voir Africa Media. Je suis les interviews que vous donnez, je suis les recherches que vous faites aussi sur l'Afrique. Donc, je vois que l'Afrique Média peut aider beaucoup dans le panafricanisme. Ce que je peux vous suggérer, c'est effectivement
aller dans tous les pays, leur montrer l'expérience des autres, comme ça les autres suivent, comment la vie est organisée, pour qu'il n'y ait pas de gens qui nous dispersent. Vous savez, quand les gens ne veulent pas l'unité, ils vont là-bas, ils te donnent des faveurs, ils disent tu vas combattre celui-là. Donc, tout cela. Il faut qu'on ait quelqu'un. Bon, je peux considérer Africa Media comme médiateur. C'est-à-dire c'est celui qui informe l'autre, la vie de l'autre. Et quand on connaît la vie de l'autre, on suit ces exemples et à la fin, vous verrez qu'il y aura le développement de la coopération sud-sud où nos pays vont commencer à s'entraider, à échanger l'expérience, chacun donne ce qu'il a, l'autre ce qu'il a et ensemble, on va assurer notre développement. Ce que je vous souhaite, c'est continuer à œuvrer pour que vous informiez toutes les sociétés africaines afin de se connaître davantage. Merci. Merci. Merci une fois de plus d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup.